Salut, salut! Pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Farah. Je suis plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom Autour du Fourneau. Et quand je dis plus connue, voilà, c'est façon de parler, hein, je ne suis pas non plus une influenceuse. Je peux depuis très récemment qualifier ce que je fais dans la vie. Donc, je suis conseillère en alimentation économique et durable. J'accompagne les familles, les entreprises et particuliers vers un mode de consommation plus durable. J'organise également des événements éco-responsables, des événements privés et pour les professionnels. Et je propose également des ateliers de cuisine en présentiel et depuis tout récemment, je propose des ateliers en ligne. J'espère pouvoir continuer de les développer. Donc vous l'aurez compris, d'après ma description, je suis une personne qui est sensibilisée à l'écologie dans ce qu'on appelle aujourd'hui une écolo. L'épisode d'aujourd'hui, en fait, m'a été inspiré par une discussion que j'ai eue avec une personne de mon entourage il y a quelques jours. Et j'avoue que j'ai du mal à me remettre de ma discussion avec cette personne, tellement tout ce qu'elle m'a dit m'a pas blessée, mais ça m'a marqué. J'ai réussi à lui apporter des contre-arguments, à discuter, échanger, et puis répondre un peu à ses interrogations et casser un peu ses idées reçues. Mais tout ce qu'elle m'a dit est resté me trotter dans la tête et en fait, je me rends compte que il y a énormément de gens qui pensent comme ça. Je me suis demandé, donc, est-ce qu'il y a que moi qui ai cette expérience-là avec l'écologie? En tout cas, ma discussion m'a fait me poser des questions parce que pour vous mettre dans le contexte, donc cette personne, elle me reproche un peu mon mode de vie écolo, c'est facile pour moi, c'est la belle vie, etc. Et puis, ça remet en cause le mode de vie des autres, etc. Donc voilà, ses arguments principaux, c'était ça, que c'est la belle vie d'être un écolo et que on ne peut pas, quand c'est aussi facile parce qu'on a les moyens, etc., eh ben, on ne peut pas demander aux autres d'en faire autant. Déjà, ce qui m'a le plus dérangé dans ce que cette personne m'a dit, c'est le fait qu'elle me dise que c'est la belle vie d'être un écolo. Donc, je lui ai expliqué en quoi c'était pas du tout la belle vie, en quoi c'est pas un truc que je fais pour me la péter, pour me mettre en avant, parce que ça aussi, hein, c'était en sous-entendu, voilà, entre les lignes, c'était un peu ça, pour vous donner un genre de, voilà, je suis mieux que tout le monde, etc. Et comme cette personne, je la connais quand même depuis un petit moment, je lui ai demandé, mais est-ce qu'elle se rappelle à un moment donné dans ma vie, où justement, j'avais fait des choix qu'elle trouvait rigolos, mais c'était pas du tout un truc que j'avais catalogué comme écolo, c'est juste un truc que j'avais fait parce que j'en ai ras-le-bol. Et je vais vous raconter tout ça justement en défilant un peu, parce que je l'ai fait, je suis revenue, je suis remontée au premier truc que j'ai fait, qui aujourd'hui est catalogué comme écologique. Et voilà, le tout c'est de partager mon expérience aujourd'hui pour essayer de voir si ça résonne dans certaines personnes et démystifier le fait que les écolos, c'est des mecs qui aiment faire des câlins aux arbres et qui sont cucu les oiseaux. Voilà. Donc pour moi, tout a commencé quand j'ai quitté chez mes parents et que j'ai dû m'installer toute seule pendant mes études. Donc mes parents habitent en Amérique du Sud et moi j'ai dû venir m'installer en France hexagonale pour faire mes études parce que j'ai des aspirations dans la vie. Donc mon pays d'origine, donc la Guyane française, il y a des études supérieures qui sont proposées. Mais moi, au tout début, j'avais envie d'être orthophoniste, donc de passer le concours d'orthophoniste. Mais en Guyane, il n'y avait que deux dates où le concours était proposé. Bon, bref, c'était compliqué de passer le concours là-bas. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je me rapproche de l'école dans laquelle je voudrais être inscrite. Donc, c'était Bordeaux. Et comme ça, je passe le concours sur place, et je peux venir pour les oraux plus facilement, etc. Sachant que l'année d'avant, avant de quitter la Guyane, j'avais passé le concours, été retenue pour les oraux, mais j'avais pas pu partir parce que déjà j'ai prévenu mes parents trop tard, j'avais pas assez de sous, enfin c'était trop d'organisation. Donc finalement, j'ai perdu ma place et j'étais extrêmement frustrée. Donc c'est ce qui m'a fait me dire, non mais l'année prochaine, il faut absolument que je m'installe près de Bordeaux, comme ça je suis sur place pour le concours d'orthophoniste. Ça m'a amené à quitter la Guyane pour aller m'installer en France hexagonale, donc dans le sud-ouest. Donc je suis toute seule, je dois faire mes courses et je déteste ça. Franchement, pour moi, faire les courses, c'est une corvée. C'est mon bagne. À l'époque, entre la gare et mon appart, j'ai vu qu'on est passé devant une grande surface et je me suis dit, tiens, on va aller voir là-bas pour faire les courses. Donc ma mère m'avait accompagnée au début pour m'installer. Donc on va dans cette grande surface, bon je me dis bon ok, il y a de tout, etc. Bon, les fruits et légumes, moi, pour moi ça s'achète au marché, puisque mes parents ont toujours acheté des fruits et légumes au marché, et je fais mes premières courses. Mais j'étais accompagnée de ma maman. Donc maman reste un peu avec moi, etc. Mais dès qu'elle part,
Et le premier jour où j'ai dû aller faire les courses après son départ, donc j'arrive dans le magasin avec mon petit chariot, là, avec mon petit caddie. Je commence à le remplir, je mets tout ce qu'il me faut, quoi, en produits d'hygiène, à l'époque les dentifrices, etc. Je m'achète quelques paquets de biscuits, voilà, je m'achète des trucs, des boîtes de céréales, etc. J'arrive en caisse. Et puis d'ailleurs, pour bien raconter l'histoire, j'avais laissé le chariot à l'entrée du magasin parce qu'on n'avait pas le droit à l'époque de rentrer dans les magasins avec notre caddie personnel. Et j'ai pris un caddie du magasin que j'ai rempli avec mes courses. J'arrive en caisse, je décharge, je prends mon chariot pour le remplir avec les courses. Très concrètement, je voyais le volume du caddie, je regardais la taille de mon chariot à roulettes, et je me suis dit, non mais ça va jamais rentrer. Donc j'ai commencé, donc c'est là que tout a commencé. Donc j'ai enlevé le paquet de céréales, du carton des céréales, et je me suis dit, non mais en fait je vais déballer tous les trucs qui sont dans des cartons parce que ça me fait perdre de la place. Donc j'ai déballé les 2 boîtes de céréales que j'avais prises, c'était des pétales de maïs, les dentifrices j'ai déballé, les biscuits j'ai déballé. En fait j'ai tout déballé. J'avais des boîtes de conserve, bon, je me rappelle plus exactement de mon caddie, mais je me rappelle que tout ce qui était dans les cartons, j'avais tout déballé et laissé les cartons à la caisse. La caissière avait un peu râlé ce jour-là. Je lui ai dit, mais madame, déjà, je suis dans une résidence étudiante, je n'ai pas de poubelle dans mon appartement. La poubelle, il faut descendre au parking, traverser au bord de la route pour aller la jeter. Donc je lui ai dit, je ne vais pas me traîner avec les cartons. Vous avez une poubelle là, juste à vos pieds là. Vous allez garder vos emballages. Et c'est comme ça que j'ai commencé à acheter en réduisant mes emballages. Donc c'était même pas un geste que j'avais fait à l'époque en pensant à l'écologie. J'ai pensé à la pratique, au fait que j'avais quelques mètres à marcher, peut-être 800 mètres ou 1 kilomètre à marcher. J'avais trop de volume dans mon caddie. Et bien pour réduire le volume, j'avais laissé les emballages. Donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Ça a commencé avec une boîte de céréales que j'avais pas envie de transporter. Donc là, on est en 2011. Voilà, donc c'est mon premier geste, on va dire, contre les emballages alimentaires. Et c'est la première fois, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me questionner sur même mon mode de consommation et je me suis demandé, bon, alors comment je peux faire pour faire mes courses justement sans avoir à me traîner avec des emballages alimentaires dans tous les sens. Et à l'époque, là où j'habitais, et d'ailleurs en France, en 2011, il y avait une épicerie vrac. Elle était à Bordeaux, ça s'appelait La Recharge, et c'est tout. Donc je m'étais dit, bon, il faut absolument que j'aille dans un magasin de vrac pour faire mes courses parce que je ne peux pas mener cette vie-là de me traîner avec des emballages dans tous les sens à chaque fois que je vais faire mes courses. C'est comme ça qu'a commencé mes premiers questionnements sur la consommation, sur les emballages alimentaires. Donc j'avais commencé à regarder sur Internet comment faire pour acheter sans emballage, est-ce qu'il existe des magasins en ligne? Et il n'y avait pas grand-chose en fait. D'ailleurs, il n'y avait rien qui existait, sinon acheter en gros. Et acheter en gros, ça voulait dire acheter par 5-10 kilos. Faut avoir de la place pour stocker. Mon premier geste a commencé comme ça, et c'est comme ça que je me suis intéressée au zéro déchet. Quelques temps après, mais je crois peut-être 2 ans, 1 ou 2 ans après, donc vers 2012-2013, une chaîne de magasins bio ouvre pas loin du quartier universitaire. Donc j'y vais, et c'est là que j'ai commencé à vraiment acheter en vrac dans un magasin bio. Donc en fait, j'ai pas commencé à acheter bio. Je voulais acheter du vrac, je voulais pas d'emballage, donc j'avais commencé à acheter des boîtes et des bocaux dans les magasins, voilà, parce que pour ne pas que mes pétales de maïs s'écrasent dans mon caddie, je mettais le paquet de céréales dans une grande boîte en plastique dur que je pouvais mettre dans mon chariot, et là, en marchant, etc., mes pétales de maïs ne se transforment pas complètement en purée. Après, j'avais arrêté d'acheter des biscuits, des paquets de gâteaux emballés. J'achetais dans les boulangeries des biscuits, des cookies, etc., que je mettais dans des boîtes aussi, pareil. Donc vraiment, mon achat en vrac a commencé parce que j'en avais marre de descendre la poubelle. C'est loin de l'image de l'écolo qui aime les arbres, etc. C'était vraiment la question de pratique. Et puis c'est vrai que je trouvais aussi que c'était moins cher d'acheter des biscuits à la boulangerie comme ça que d'acheter des paquets de gâteaux, puisque je me rappelle à l'époque, j'avais vu que les gâteaux que j'adorais acheter des palmiers et comment on appelle ça? Des barquettes à la fraise. Et finalement, ce que j'aimais bien, c'était avoir un petit gâteau au beurre croustillant. Et les barquettes aux fraises aussi, ce que j'aimais bien, c'est le fait qu'il y ait de la confiture. Donc je me suis dit, je vais voir en boulangerie s'ils en font aussi. Bon, ils en faisaient pas, mais il y avait les beignets, donc des beignets fourrés à la confiture. Je me suis dit, à la place des barquettes à la fraise, je vais prendre des beignets à la confiture. Donc des fois, c'était pommes, des fois, c'était les fruits de saison. C'était super. Cette boulangerie était vraiment géniale d'ailleurs.
Et à la place des palmiers, j'avais pris des sablés comme des sablés bretons. Ou sinon, ben, il y avait des boulangeries qui faisaient des palmiers. En plus, ils étaient plus gros, ils étaient meilleurs. Donc j'avais l'alternative d'acheter et je m'étais rendu compte surtout que c'était beaucoup moins cher, mais voire 2 à 3 fois moins cher d'acheter des gâteaux à la boulangerie que d'acheter mes biscuits en grande surface. Donc là, on est en 2012-2013 quand je fréquente pour la première fois les rayons du magasin Vrac qui est près de chez moi et c'est comme ça que j'ai commencé à me questionner sur l'origine, la provenance de ce que je mange. C'est la première fois que je commençais à décrypter les étiquettes. D'ailleurs, je me demande pourquoi je faisais ça, sachant que quand j'achetais des produits emballés, je regardais pas l'étiquette. Mais là, comme le rayon était tellement épuré, parce qu'on a juste un silo et les seules informations qu'on a, c'est le produit, on voit le produit, on voit les lentilles, on voit les pâtes, etc. Et puis il y a cette petite étiquette là avec le prix, puis du texte au-dessus. Et puis comme il y a que ça à faire en fait, pendant que je me servais, ben, je regardais ce qui était écrit et c'est comme ça que j'ai commencé à me demander effectivement pourquoi certains produits venaient d'aussi loin, est-ce qu'il n'y en avait pas qui se faisaient en France. Et puis je me suis imaginé mais que c'est dommage qu'il n'y ait pas un magasin qui proposait tous ces produits-là, mais faits en France. Je rappelle que entre 2010 et 2015, je suis étudiante. Là, on est en 2013, donc je suis toujours étudiante. Mes seuls revenus, c'est ma bourse et mon petit salaire de 450 euros que j'ai au drive du supermarché où je travaillais. Ma bourse, c'était à peu près 200 euros. Ouais, je crois que j'avais 600 euros de revenus au total. Pour vivre, il me restait 100, 180 euros par mois. Donc, pour faire mes courses, il me restait 180 euros par mois. J'étais étudiante et j'ai commencé donc à acheter en vrac et à limiter mes emballages. Après l'année 2015, donc là, je rentre dans le monde professionnel. Et là, donc, j'ai eu mon premier travail. Donc, mon premier travail, c'était dans une usine. J'avais un salaire acceptable. J'avais un peu plus avancé dans mon cheminement. J'étais un peu plus impliquée dans la vie écologique, mais c'est vraiment parce que, justement, toutes les décisions que j'avais prises en amont pour le côté pratique m'avaient amené à me poser des questions, à m'inquiéter de certains sujets. J'ai commencé à me rendre compte qu'effectivement, des emballages alimentaires, on en a énormément. Moi qui en avais de moins en moins, je trouvais ça tellement merveilleux. Je voyais autour de moi qu'il n'y avait pas grand monde qui le faisait. Quand j'étais étudiante, le fait d'acheter dans ce magasin-là, c'était super pratique. Mais c'est vrai que comparé à aller acheter dans une grande surface où les prix sont cassés, comme les Aldi, Lidl, Leader Price, Leclerc, etc., ben, les prix sont plus élevés, les produits sont de meilleure qualité, on le sentait au goût. Et ben, ça m'a demandé de revoir, voilà, revoir la répartition de mon budget. Je me disais, bon, mes courses alimentaires vont me coûter un peu plus cher. Donc, je pouvais, par exemple, moins souvent aller au cinéma que mes collègues. Je pouvais moins souvent prendre le train pour aller visiter mes amis, ma famille, parce que, voilà, et après avoir fait mes courses, payer mon loyer, payer toutes mes charges, etc., il me restait plus autant d'argent qu'avant pour me promener. Mais c'était pas grave, en fin de compte, parce que j'allais quand même voir ma famille, mais pas aussi souvent. Ça m'a fait vraiment faire des sacrifices, des choix, prendre des décisions. Après, quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler. J'ai eu différentes expériences professionnelles, qui n'étaient pas forcément concluantes d'ailleurs. Mais j'avais toujours au moins cette stabilité financière qui me permettait de maintenir ce style de vie là où j'étais de plus en plus sensibilisée à l'éco-responsabilité. Là, ça avait commencé avec les courses alimentaires. Après, ça continue avec l'inquiétude de la qualité des aliments qu'on consomme. Je commençais à entendre parler des effets des pesticides sur le corps, sur la santé, etc. J'ai entendu parler aussi pour la première fois, je pense que c'était ben, mon avant-dernière année d'études, donc c'était en 2014, j'entends parler pour la première fois du chlordécone et du scandale du chlordécone. Donc là, j'ai commencé à boycotter les bananes, j'ai arrêté de manger des bananes et je me suis rendu compte en fait que, ben oui, j'ai trop peu de connaissances sur ce que je mange, trop peu de connaissances sur les produits phytosanitaires qui sont utilisés pour les légumes conventionnels que je consomme et je me suis dit, ben, pour m'assurer de ne pas me flinguer la santé comme les Antillais qui ont subi le chlordécone, je préfère ben, me fier à un label qui protège plus ou moins les produits alimentaires qui sont vendus. Et donc, je me suis dit, peut-être que ce serait plus intéressant pour moi, pour ma santé mentale et physique, si j'achetais des légumes bio à partir de maintenant. Moi qui mange quand même pas mal de légumes, je suis sûre que je ne suis pas en train de m'intoxiquer. Voilà, c'est la deuxième étape, là où j'étais plutôt sur le mode achat sans emballage, la réduction des emballages. Et ensuite, j'ai commencé à me questionner sur la qualité des aliments et donc j'ai commencé à m'intéresser au bio. Et là, on est à peu près 2015-2016, donc il y a pas si longtemps.
Et donc la réflexion, j'ai continué à la pousser hein, jusqu'au point où je suis aujourd'hui. Je suis devenue une experte maintenant en décryptage d'étiquettes, etc. Et effectivement, pendant toute cette époque-là, ben, j'ai décrypté les étiquettes. Je ne fréquentais plus les grandes surfaces. J'ai arrêté totalement de fréquenter les grandes surfaces en 2016. En 2016, j'ai décidé, bon, allez, c'est fini. Je trouve qu'il y a suffisamment d'alternatives aux grandes surfaces autour de moi. Là où j'habite, j'avais de la chance. Il y a beaucoup de marchés. Donc, j'ai la possibilité de manger des produits de qualité et d'acheter sans emballage. Donc, je n'ai plus besoin d'aller dans les grandes surfaces pour m'approvisionner. J'avais continué à aller en grande surface à l'époque pour les charcuteries, le rayon découpe, parce que ben, il n'y avait pas encore de charcutiers qui acceptaient de prendre les boîtes en 2016. Ils refusaient, tous ceux qui vendaient de la viande refusaient les boîtes en sous prétexte que hygiène, etc. Bah après, avec le temps, vous me connaissez, j'ai fait du forcing. Même avant que la loi les oblige à les prendre, ils ont commencé à prendre mes boîtes, surtout quand ils voyaient que je faisais l'effort de venir avec une boîte en verre, nickel. Une fois, j'étais venue avec un papier. J'avais téléchargé une décharge sur Internet. C'était une décharge pour une sortie scolaire. J'avais modifié le texte. La décharge, en fait, c'était pour dire, en gros, si jamais je tombe malade, je ne vais pas poursuivre le magasin. C'est mon problème parce que j'ai décidé d'amener une boîte. Voilà, j'ai signé une décharge en disant ça. Donc, j'avais commencé à venir avec ma boîte et cette décharge en disant au mec, si vous voulez, moi, je vous signe cette décharge pour que vous remplissiez ma boîte et vous la donnez à votre directeur. Mais en fait, à force que je le fasse, ben, les gens finissaient par se dire, bon, allez, vas-y, donne ta boîte là et puis je te la remplis. Mais je faisais du forcing. J'ai fait du forcing parce que j'ai dit au gars, mais hors de question que je me traîne ton papier plein de sang chez moi et qu'après je le foute dans la petite corbeille que j'ai et que ça finisse par puer au bout de quelques jours où je serais obligé de descendre la poubelle. Je disais au gars, tu gardes ton papier, tu mets dans ma boîte, si tu veux, je te montre comment marche la tarte de ta balance et puis on y va quoi. Donc c'était génial parce que j'avais réussi à finalement obtenir qu'on me prenne mes boîtes pour la viande. Mais bon, c'est venu avec le temps. De 2017 jusqu'à la moitié d'année 2018, j'ai eu donc ma dernière expérience professionnelle, c'est pour l'éducation nationale. J'ai travaillé dans un collège en tant qu'assistante d'éducation. Et je trouvais plus de travail dans ma branche, puisqu'il faut savoir que moi j'ai un diplôme de chimiste. Alors travailler dans des usines pour une femme, déjà c'est compliqué. Quand j'ai travaillé de 2015 à 2016, c'était voilà, c'était particulier, hein, l'ambiance là-bas, c'est hyper misogyne, c'est très masculin comme domaine. Et j'ai pas trop aimé cette ambiance-là. Et puis trouver du travail dans la branche, c'est hyper difficile. Donc je sais pas ce qui a fait que ça a pas marché. Mais lorsque mon expérience s'est terminée dans la première usine où j'ai travaillé, j'ai cherché du travail pendant longtemps, mais vraiment pendant 4, 6 mois. Mais j'avais même pas une proposition d'entretien d'embauche. Pourtant, j'ai pas un CV merdique. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. Bon, je me dis, bon, écoute, si je n'arrive pas à trouver dans cette branche-là, je vais élargir mes horizons. À cette époque-là, j'étais déjà en train de réfléchir à ne plus continuer à être salarié. Et j'ai commencé à réfléchir à un projet entrepreneurial. Et je me suis dit, je veux monter une entreprise, mais je veux une entreprise qui a un projet écologique, une ambition écologique autour de l'alimentation et la réduction des emballages alimentaires. Et le premier truc qui m'est venu en tête, c'est ce fameux magasin dont j'ai rêvé lorsque je suis allée la première fois dans le magasin bio que j'ai fréquenté. Donc je me suis dit, en fait, ce que je veux comme entreprise, je veux avoir un magasin bio dans lequel il y aurait que du vrac, zéro produit emballé, vrac ou consigné, et que des produits locaux. Ce qui m'a amené au final à devenir ce que je suis aujourd'hui, ce qui m'a amené jusqu'à ce niveau-là d'éco-responsabilité que j'ai, mais ça n'a jamais été la facilité en fait, parce que dans tout ce que j'ai fait, il y avait rien de facile. Le fait d'être étudiante et de devoir faire par exemple 3 magasins pour avoir le stock pour la semaine, c'était pas facile. Et pour moi, quand on me sort le terme facile pour qualifier ça, ben je me dis en fait, il n'y a qu'une personne qui n'a jamais questionné son mode de consommation, qui n'a jamais fait aucun choix pour améliorer, on va dire, les conditions de vie de l'humanité. Parce qu'en fait, ce que je ne dis pas dans tout ça, c'est pourquoi je fais tout ça. Quand j'ai su toutes les conséquences de notre mode de vie, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'écologie, donc après avoir déjà fait des choix qui étaient écologiques, mais je ne le savais pas, j'ai commencé à entendre parler de l'effet de serre, du dérèglement climatique, de la fonte des glaces. Je me suis dit, non mais Farah, c'est pas possible là. Tu ne peux pas faire partie de ce projet-là. Tu ne peux pas faire partie de ce projet d'autosabotage de l'humanité. Il faut arrêter. Donc, ce qui m'a poussé à changer après coup, mais vraiment me restreindre à fond, en fait, c'est pas pour moi que je le fais.
c'est pas pour mon plaisir personnel, c'est pas parce que j'ai envie de passer pour une héroïne. D'ailleurs, je me vante jamais de tout ce que je fais. Les gens découvrent parce qu'ils viennent chez moi. Je partage sur les réseaux sociaux, mais pas en disant regardez, je suis la meilleure. Je partage en disant regardez, c'est possible, faisons comme ça. Et en fait, moi, ce qui m'a motivée, c'est l'envie que mes neveux et nièces, que mes frères et sœurs, que mes petits cousins, petites cousines, que mes enfants, que vos enfants, ben, vivent une vie comme moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu dans deux pays différents. J'ai eu une enfance, mais insouciante. J'ai fait des conneries sur conneries avec mes frères et sœurs. Tout ce dont j'avais à m'inquiéter, c'était est-ce que papa et maman vont découvrir ce qu'on a fait et est-ce qu'on va se faire gronder et à quel point? Enfin, moi, c'était juste ça que j'avais comme inquiétude dans ma vie, en fait. On jouait dehors, on allait à la plage, on voyait les animaux, on voyait les tortues pondre leurs œufs, on voyait, voilà, on pouvait voir des oiseaux, des papillons, des lézards, on voyait des insectes tout le temps. En fait, j'ai eu une enfance vraiment où j'ai vécu quand même comme une petite sauvageonne, quoi, dans la nature, dans notre jardin, c'était dans la nature. Et j'ai eu le choix, en fait. Le pays dans lequel j'ai grandi aujourd'hui, mais clairement, le climat est complètement déréglé. Quand il fait chaud, il fait trop chaud, personne ne sort. Il n'y a plus rien qui pousse. On a une période de sécheresse énorme, mais et si ça continue comme ça, je ne sais même pas ce que va devenir l'agriculture en Guyane plus tard. Et moi, j'aimerais bien que mes enfants connaissent ce luxe-là que j'ai eu de pouvoir manger des fruits de leur jardin, de pouvoir manger des fruits tout court, en fait, de pouvoir manger des bons produits de qualité, et puis d'avoir le choix, parce que j'ai l'impression que plus ça va aller, et il y a un moment donné, on n'aura même plus de variété de produits agricoles parce que là, on est en train de détruire l'agriculture. Je veux pas que là, aujourd'hui, à l'âge de 7 ans, ils se posent la question, mais papa, maman, vu que c'est le réchauffement climatique, où est-ce qu'on va habiter demain? J'ai pas envie que mes enfants se posent cette question. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais décidé que stop, je ne veux pas faire partie de ce projet. Je ne veux pas en plus avoir la culpabilité plus tard de me dire, t'aurais pu faire des efforts mais t'as rien fait. Et si, ce qui fait que tes enfants aujourd'hui ne peuvent plus vivre sur cette planète parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce que l'air est complètement pollué, parce que les microplastiques maintenant c'est un océan, l'eau est imbuvable et où ils doivent la payer. D'ailleurs, si vraiment ça arrive plus tard, je veux pas me sentir coupable. Je ne veux pas me sentir coupable, donc je donne mon maximum aujourd'hui, maintenant, en agissant au quotidien, grâce à mes achats, grâce à mes dépenses. Je donne à mes enfants les chances aussi de grandir en bonne santé, parce que plus tard, si jamais ben, ça se détraque complètement, ben, je veux pas qu'ils partent avec un capital santé merdique, je veux qu'ils partent avec au moins un capital santé meilleur. Ils survivront peut-être un peu plus longtemps, mais je suis en train d'imaginer, d'envisager un scénario catastrophe, mais c'est vers ça qu'on va. C'est vers ça qu'on va parce que il y a trop peu de personnes qui, comme moi, entre guillemets, ont ce questionnement-là. On est trop peu nombreux. Il suffit de voir les votes pour les partis politiques écologiques. Il y a trop peu de personnes qui se sentent concernées par la cause. Donc c'est ça qui est complètement aberrant quand j'entends des personnes me sortir ce que j'ai entendu mon ami me dire la dernière fois. C'est le fait que les gens ne s'associent pas à la cause environnementale parce que ne se sentent pas concernés. Là, comme j'ai envie vraiment d'axer cet épisode-là sur mes choix pour l'environnement et de dire qu'en fait, voilà mon chemin, voilà ce qui m'a amené à aujourd'hui être à fond, à défendre cette cause-là, à tout faire pour, être prête à me sacrifier pour ça parce que je me dis, les conséquences sont trop énormes. Je ne peux pas faire semblant. Les conséquences sont irréversibles et trop énormes et ça va toucher trop de gens. Je ne peux pas être égocentrique. Je ne peux pas penser qu'à moi et me dire, bon, de toute façon, quand ça arrivera, je serai plus sur cette terre. Donc, tant que je suis là, vas-y, YOLO, on fait comme voilà, on vit comme si chaque jour était le dernier et puis tant pis pour les autres, quoi. Je peux pas vivre comme ça. En fait, ça fait pas partie de ma personnalité. C'est ce qui fait que je vais toujours continuer tant que je peux, même si j'ai pas les moyens. Et c'est vrai que il y a aussi cet argument-là qui est venu en mode, ben Farah, en même temps, il faut avoir les moyens pour être écolo, mais j'ai envie de lui dire à mon ami, tu sais, après, j'ai été rémunérée pour mes prestations, que j'ai payé mes charges sociales, que j'ai payé mes dettes, parce qu'il y a des dettes de mon épicerie que je suis encore en train de payer là aujourd'hui. En fait, j'ai envie de lui dire à mon ami, tu crois que après tout ça, combien il me reste à vivre? C'est ce qui fait que je fais beaucoup de choses maison, parce que ça me coûte moins cher. Donc, c'est pas parce que je suis une grande fan de cuisine, c'est parce que déjà c'est meilleur en goût. Je suis pas toute seule à cuisiner, mon compagnon cuisine aussi.
ça coûte moins cher de préparer nos plats nous-mêmes, de préparer nos pâtes nous-mêmes. Et puis voilà, j'ai créé maintenant une organisation hyper carrée qui fait que quand je prépare des trucs maintenant, ça me fait gagner du temps sur plusieurs jours parce que je prépare en grande quantité, je congèle, etc. Donc maintenant j'ai un roulement qui fonctionne bien. Mais au tout début, quand j'ai commencé à le faire, bon, bien sûr, comme tout le monde, c'était chiant, c'était une perte de temps. Sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte que les enjeux sont tellement importants. Je me dis avec le budget que j'ai, de toute façon, j'ai pas le choix que de faire moi-même la plupart des trucs que je mange, quoi. Donc, j'achète des produits bruts que je transforme et j'ai pas le choix que de faire ça, en fait. Donc, moi, j'avais envie de dire à mon amie, mais tout, elle, par exemple, je sais pas combien elle gagne exactement, mais je sais qu'elle gagne énormément d'argent. En tout cas, par rapport à moi, elle, son reste à vivre, à mon avis, une fois qu'elle a payé toutes ses charges, c'est 2 000 euros. Non, mais j'exagère même pas. Je pense qu'elle doit vivre autour de ça. D'ailleurs, une fois, on en avait parlé et c'était à peu près ce qu'elle m'avait annoncé. Donc, je suis désolée, mais non, je roule pas sur l'or, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Donc, moi, je suis vraiment l'anti-écolo, puisque je ne corresponds à rien. Je ne suis pas du tout le profil de l'écolo qui fait des câlins aux arbres, la bobo, chicos, machin. C'est pas moi. Aujourd'hui, je peux me coller l'étiquette écolo parce que je sais que c'est une cause qui préoccupe principalement ma vie. Donc maintenant, oui, je peux dire que je suis une personne très sensible à l'écologie, très sensibilisée et qui a envie de sensibiliser et qui milite pour ça et qui influence autour de soi pour ça. Donc aujourd'hui, oui, je peux me dire que je suis écolo. J'en suis arrivée là parce que mes expériences de vie m'ont amené là petit à petit. Peut-être qu'en fait, c'était ce qui m'attendait depuis le début, c'était ce qui me pendait au nez, mais au tout début, je me suis pas dit, je veux devenir écolo, et pour devenir écolo, il faut que je fasse du vrac, il faut que je fasse ci, il faut... Non, j'ai pas coché des cases. En fait, j'étais déjà dans... Je faisais des trucs, et il s'avère que ça coche certaines cases de l'écologie. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret, je suis très reconnaissante de toutes ces expériences-là que j'ai eues depuis mes années d'études, où j'ai pas lâché l'affaire. Je suis extrêmement fière de moi parce que je me dis, ben, en fait, j'aurais pu choisir la facilité. J'aurais pu me dire, bon, ben, tant pis si mon chariot fonctionne pas, je prends mon chariot plus un cabas, je ramène les emballages. J'aurais pu choisir les économies et me dire, tant pis, ça coûte moins cher d'acheter à Lidl, Leclerc, Leader Price, Carrefour. Et, euh, et en fait, j'aurais pu décider ça et ne pas, voilà, ne pas me préoccuper de ce que deviendraient les emballages. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'en serais pas là. Mais je suis tellement reconnaissante que justement, ben, de cette expérience, de tout ce que ces expériences-là m'ont apporté. Et je n'ai aucun regret aujourd'hui, puisque je vois, même si, bon, moi, ce que je regrette, c'est le fait que ça ne soit pas plus développé, en fait, qu'il n'y ait pas plus de gens qui aient adopté ce mode de vie-là. Pour moi, en 2010, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, en 2020, les grandes surfaces, c'est fini, hein. Les grandes surfaces, ce sera que des rayons vrac, que des produits locaux. Moi, je pensais vraiment que en 10 ans, ça allait être la révolution. Que tout le monde allait se rendre compte qu'en fait, ça vaut trop le coup de passer au vrac. Et en fait, le seul truc, voilà, que je regrette, on va dire, qui ne dépend pas de moi, hein, mais je regrette de voir que en fait, on a pédalé en arrière, mais puisqu'à un moment donné, les grandes surfaces mettaient des rayons vrac, mais finalement, on est parti en arrière, quoi. En tout cas, on est trop peu nombreux à avoir fait ces efforts-là. On est trop peu nombreux à avoir mis la priorité sur notre alimentation, et la qualité de notre alimentation, attention. Mais moi, pour ma part, j'ai aucun regret. Je reviendrai jamais en arrière. Je vois trop les avantages du gain de temps, dans le fait de s'organiser, le fait de toujours acheter les mêmes produits. En fait, il y a des questions que ça fait tellement longtemps que je me pose plus cette question-là. Récemment, j'ai discuté avec une copine. Elle me disait, les enfants, ils ont une sortie. J'ai dû partir dimanche matin au magasin acheter des gâteaux parce qu'ils m'annoncent dimanche qu'ils doivent avoir un goûter le lundi. Pour moi, c'était tellement évident que je lui ai répondu, mais pourquoi t'allais acheter des gâteaux un dimanche matin? T'aurais pas pu en faire chez toi? En fait, voilà, j'ai même plus à me poser ces questions-là. Si je suis invitée, même si on m'invite à 14h pour 18h et que je dois amener du pain, je peux faire un pain là, hein. Je fais un pain en deux-deux. Si on me dit, Farah, on fait une fête surprise, il faut un gâteau, j'ai de quoi faire un gâteau. C'était un exemple parmi d'autres, hein, mais ça arrive parfois que j'entende des gens se poser des questions que moi je ne me pose plus parce que mon organisation me permet de ne plus avoir à me poser ce genre de questions et puis j'ai tout à la maison. Et voilà. Donc je vais m'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre propre expérience avec l'écologie
Même si vous n'êtes pas à fond dedans, est-ce que vous faites déjà des trucs qui sont catalogués comme écologie? Je serais ravie de vous lire en commentaire. En attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, restez gourmands et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Bis!